Téléspectateurs de la télévision rwandaise, très heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, actualité oblige, nous revenons sur le désormais 46e président des États-Unis d'Amérique, c'est Joseph Biden ou Joe Biden, ancien vice-président des États-Unis d'Amérique pendant l'ère ou l'administration Obama, mais c'est également un ancien sénateur, un des gens qui ont vraiment passé beaucoup d'années au Sénat. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est ces élections, comment elles ont été vécues en Afrique et surtout le regard que porte l'Afrique et les Africains aujourd'hui et surtout les attentes des Africains dans la nouvelle administration qui devrait commencer ses fonctions au mois de janvier prochain. Ce soir, pour débattre ou revenir sur ces élections africaine, nous sommes avec Teddy Kaberuka. Teddy Kaberuka, il est économiste, il est également observateur et analyste des questions politiques sur le plan international. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Et nous sommes également rejoints par Damien Amozon. Il est promoteur de Aina Think Tank. C'est ce berceau qui développe ou plutôt qui forme ces grands cerveaux pour une Afrique meilleure, bien sûr, dans le futur. Bonsoir Damien. C'est un plaisir d'être là. Voilà. Ce sont avec ces deux que nous allons nous entretenir ce soir pour parler de ces élections. Comme vous pouvez le lire sur le titre de l'émission, l'intérêt que porte l'Afrique donc aux élections américaines. Je vous l'ai dit tout de suite ou tout à l'heure que Joe Biden a été élu 46e président des États-Unis d'Amérique. Mais avant de plonger dans le vif de notre émission, comment allons-nous comprendre cet homme? Qui est Joe Biden? On va revenir juste après ce reportage de France 24. Il est l'éternel revenant de la vie politique américaine. À 77 ans, le voilà président des États-Unis. Sa troisième tentative aura été la bonne. Né dans la ville ouvrière de Scranton en Pennsylvanie, c'est dans le Delaware que Joe Biden passe presque toute sa vie, 37 années au poste de sénateur. Lorsqu'il est élu en 1972, tout lui sourit. Il a 29 ans, 3 enfants, une carrière prometteuse. Mais 6 semaines plus tard, il perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture. I think suicide for many people is a right. I could understand. I never went to the bridge. The closest I came, I'd get up in the middle of the night and go out and take out a bottle of scotch that was in there, and I'd sit at the table and I'd try to make myself. En 2008, Barack Obama le nomme vice-président. Les deux hommes passent 8 années côte à côte au sommet de l'État. En 2015, nouvelle tragédie, son fils Beau meurt d'un cancer du cerveau. Dévasté, Joe Biden renonce à la primaire démocrate. En août dernier, il est enfin investi candidat de son parti pour l'élection présidentielle. Présenté comme consensuel et rassembleur, Joe Biden est apprécié pour son empathie. Sa ligne centriste, suivie auparavant par Barack Obama et Hillary Clinton, a été critiquée par ses adversaires pendant la primaire de son parti. Certains candidats comme Bernie Sanders lui reprochent de ne pas incarner le changement ou encore de ne pas aller assez loin dans ses positions contre le réchauffement climatique. I know I get criticized. I'm told I get criticized by the new left. Durant la campagne, il profite de la crise du coronavirus pour imposer une image d'homme politique responsable face à un président contestant la dangerosité de l'épidémie. Une campagne entachée par des accusations de gestes déplacés de la part d'anciennes collaboratrices. Joe Biden enchaîne aussi les bourdes. À Philadelphie ce mardi, il tient des propos confus sur son fils décédé et confond ses 2 petites filles. This is my son, Beau Biden, who a lot of you helped elect to the Senate in Delaware. This is my granddaughter, Natalie. Des lapsus embarrassants et récurrents. Il y a 8 mois, lors du Super Tuesday, Joe Biden avait confondu sa femme et sa sœur. C'est là donc Joe Biden. Teddy et Damien, est-ce que avez-vous été surpris ou attendiez-vous à la victoire de Joe Biden
Vous avez vu sa victoire arriver face à Donald Trump? Personnellement, je l'ai vu arriver pour 3 raisons. Premièrement, les élections se passent à un moment où on est dans le plein coronavirus période et Trump a vraiment géré la situation d'une façon catastrophique. On a vu le nombre de morts, on a vu un peu plus avant, on a vu les situations dans les différents États, les décisions qui se prenaient dans les différents États qui n'avaient pas une cohérence entre eux. Encore plus, dans la même situation de Covid, on a vu la situation de Black Lives Matter avec la mort du confrère noir. George Floyd au mois de mai. Voilà. Un peu plus avant, on a aussi vu différents scénarios où Trump faisait des scandales. À un certain moment, il s'attaquait personnellement au candidat, ce qui ne se passe pas en principe. Donc, moi, personnellement, malgré les suspens qu'il y a eu dans le comptage de voix, je m'attendais à ce qu'il y ait un changement radical. Ce changement radical, c'est, Damien, tout de même, il faut voir que dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, déjà on pensait que Joe Biden était, vu sa longévité dans la politique américaine, on l'a suivi dans le reportage. C'est vrai qu'il a été vice-président, c'est un des sénateurs qui ont passé beaucoup d'années au Sénat, mais à presque 80 et quelques, enfin il est il approche les 80, on se dit, est-ce que qui avait misé sur cet homme déjà qui était peut-être quelque part épuisé par les 8 années qu'il a passées en tant que vice-président des États-Unis d'Amérique. Est-ce que tu voyais les démocrates le porter jusqu'à la Maison-Blanche, vu d'autres gros calibres quand même qu'il y avait à l'égard du sénateur Bernie Sanders? Oui, je pense que déjà le fait que dans la composition, vous voyez, il a choisi beaucoup de femmes dans les primaires. Et puis, si vous voyez bien, la question d'âge, je crois que on pense que c'est seulement en Afrique que plus vous êtes âgé, plus vous êtes sage. Mais je crois que c'est une valeur universelle. L'âge, en réalité, en dépit de la maladie ou de la faiblesse d'un certain niveau, l'âge, quand même, est sans aucun doute une question de sagesse et d'expérience accumulée. Et je crois que quelqu'un qui a passé un quart de siècle dans la politique et pour gérer la situation actuelle, je suis quand même convaincu que les gens auraient pu choisir son cas et les démocrates n'auraient pas de doute à le porter simplement à cause de son âge, à moins qu'il était quelqu'un qui était fatigué, comme on le dit, et malade et qui ne pouvait pas se déplacer. Vous avez vu même à l'inauguration, en fait, quand il devait se prononcer son discours, il courait pratiquement pour venir sur le podium. Donc, je crois que ce n'est pas quelqu'un qui est malade. Cette attitude-là, certains ont interprété ça comme de la com. Montrer que monsieur est apte, surtout que son rival, Donald Trump, l'a même surnommé Sleepy Joe, c'est-à-dire un Joe fatigué, dormant presque. Non, en fait, vous savez, en politique, tout est permis. Donc, je crois déjà le choix qui est fait. Quand on dit la gouvernance, le pouvoir, ce n'est pas le président qui fait tout. Le président, c'est celui qui incarne ce pouvoir moral ou cette autorité morale en quelque sorte. Et c'est ce qui peut-être avait manqué en son adversaire qui aurait échoué. Il n'a pas su que quand vous êtes le père de la famille, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas dire, et surtout en public. Et tous ces aspects ont joué en faveur de Joe, qui est vu comme quelqu'un de sage. Et même si éventuellement vous voyez même dans les choix, il
c'est comme le sage qui va parler, mais les autres qui sont en bas, mais déjà même la vice-présidente, vous voyez son âge, et donc ça veut dire que c'est l'équilibre qui gouverne le pays, c'est pas l'âge ou la taille de l'individu. Je crois que à ça, c'est à son crédit maintenant, si tout se passe bien, on l'espère, je crois qu'il serait le président et il prouvera s'il est en bon état ou pas. C'est à l'acte qu'on saura s'il est en forme ou pas, mais je crois que l'âge quand même et l'expérience qui a été prouvée, cette sagesse, l'Amérique en a besoin aujourd'hui, vu les 4 dernières années qui ont été un peu plus jouées comme à l'enfantillage. Justement, on le voyait en image et même dans le reportage, c'est quelqu'un qui a quand même connu les hauts et les bas, que ce soit en politique et même dans la vie personnelle, dans sa vie familiale. C'est quelqu'un qui a perdu ses fils et une bonne partie de sa famille. Pourtant, la tragédie personnelle ne l'a jamais empêché à échouer au bas de l'échelle 3 fois et à persévérer. Comment est-ce qu'on explique un tel état d'esprit, Teddy? Bon, je pense qu'il a un caractère fort. Vu son palmarès, il a vraiment un bilan très lourd. Vu même cette dernière période où il a combattu avec énergie contre Trump, qu'il attaquait personnellement, il n'a pas perdu la pédale, il aurait dû. Hein. Tu sais, quand il y a des attaques personnelles au-delà de l'arène politique, voilà. Quand on rentre dans sa vie privée. Voilà, donc parfois il y a des gens qui s'énervent très facilement. Il y a des gens qui répliquent aux attaques, mais il a vraiment gardé son équilibre. Il a tenu sa parole, il a donné un bon message, que ce soit pour la campagne, et d'une façon consistante, surtout pour cette période de Covid-19, où il tenait ses campagnes avec de petits groupes en ligne. On a vu les débats contradictoires. Il s'est montré un peu plus sage, hein, je dirais plus sage par rapport à son rival qui l'attaquait directement, qui ne le permettait pas de parler, mais l'autre, il a gardé son sang-froid. La chose qui m'a étonné, par exemple, c'est malgré les différents messages que son concurrent donnait dans les réseaux sociaux, lui, il n'a pas manifesté le même caractère. Donc ça te montre qu'on a deux personnes à deux extrêmes différentes. Et pour moi, c'était un bon choix pour les électeurs de dire, voilà, on n'est pas de ce côté, on est de ce côté-ci. Donc, on a vu des gens qui ont pris la décision, même avant la date des élections, quand on a vu les gens qui votaient par correspondance. C'était vraiment... si tu vois les chiffres disons, les 30 dernières années, le taux de participation aux élections, c'est pas gratuit, hein. C'est pas qu'on est dans une période... Oui, justement là-dessus, Joe Biden, il est non seulement qu'il a été élu en tant que 46e président des États-Unis, c'est très important à souligner que dans l'histoire récente des États-Unis, c'est lui qui a récolté le plus de voix au cours des élections présidentielles. Damien, cela s'explique par quoi? Est-ce que 2016, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, Donald Trump qui était face à la très favorite à l'époque Hillary Clinton, à qui personne n'accordait presque aucune chance, Donald Trump a su renverser la vapeur et il est rentré à la Maison-Blanche. Est-ce que Joe Biden a su lire et apprendre de l'échec de la démocrate Hillary Clinton pour récolter autant de voix? Quelles sont les circonstances qui ont fait à ce qu'il y ait un tel engouement? J'irai un peu plus loin parce que, vous savez, dans un passé récent aux États-Unis, c'était comme si c'était une règle non communiquée, au point où vous voyez quand un démocrate vient à la Maison-Blanche, il passe son premier mandat, son deuxième mandat, et les républicains viennent passer aussi 2 mandats. Et à un moment donné, certains d'entre nous commençaient pas à observer, comme peut-être au Nigeria, vous voyez, chaque fois, c'est pas constitutionnel, c'est pas écrit que vous devez faire forcément 2 mandats, mais c'est comme si c'est un fair play.
plis que les sages du pays, la population acceptent pour maintenir la paix et la tranquillité, l'équilibre du pays. Il faut faire cet équilibre entre les différentes classes sociales qui doivent forcément vivre ensemble. Donc ce n'est pas inscrit quelque part, mais... ça se pratique. Ça se pratique. Comme pour le Nigeria, qui est un pays africain par exemple. Mais, et c'est ça, quand vous voyez bien le deuxième mandat du président Obama, il y avait des gens qui étaient ces extrémistes blanches suprémacistes qui ne voulaient pas voir Obama à la Maison-Blanche. Et c'est eux qui ont été suscités la candidature de Mitt Romney, qu'ils avaient vu comme l'un des leurs conservatifs, quelqu'un de si conservateur qui pouvait chasser ce gars rapidement de la Maison-Blanche. Mais ça n'a pas marché. Et ça aurait été peut-être un mauvais calcul de la part de Mitt Romney. Si peut-être il se présentait au temps de Trump, il aurait pu être le président peut-être à la place de Trump et peut-être avoir 2 mandats. Mais la situation en face de laquelle les Américains se sont retrouvés, où malgré que le président en exercice, qui a été un miracle, il est venu au pouvoir parce que c'était le tout, soi-disant, des républicains. Et il a pris après Hillary, ce n'était pas évident, parce qu'on ne pouvait pas leur accorder 3 fois, ça n'a pas été dans le cas dans l'histoire, juste par observation. Je dis, il n'y a pas une preuve ou des statistiques là-dessus, mais l'observation peut nous prouver ça. Donc, le fond, c'est que vous allez voir aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que pendant les 4 ans que les gens qui ont cru au président Trump, qui est sa base, et ces sages qui lui ont fait confiance, parce que depuis les années 90 et même moins, il faisait déjà sa campagne, où il parlait de Make America Great Again, tous ces trucs, et son rapport d'être quelqu'un de nationaliste pour une Amérique qui est comme un pays gardien du monde. Je crois que c'est ça que ses partisans avaient soutenu pour l'amener à la Maison-Blanche. Mais voilà que dans son comportement, même ceux qui l'ont porté, vous avez vu même que pour sa destitution qu'ils ont voté, il y a même des gens du côté des républicains, Mitt Romney encore, qui a voté contre Donald Trump. Donc s'il y avait 2 ou 3, 4 républicains qui se joignaient à Mitt Romney par principe, Donald Trump aurait pu être destitué. Et peut-être que si Donald Trump était destitué comme président et qu'il y avait son vice-président qui reprenait et qu'ils allaient aller aux élections, peut-être que les républicains allaient concéder cette fois-ci. Donc la question, c'est pas défaut, il fallait faire partie 7 personnes de la Maison-Blanche parce que avec ce qu'il dit, on a cru qu'il allait changer, mais par la suite, il a insisté à aller droit au mur. Et donc, pour punir cela, je crois que malgré l'âge, malgré les déficits ou les challenges, c'était une opportunité pour ce camp démocrate qui je crois, aujourd'hui en a tiré profit. Il y a quelque chose de très important que tu viens de souligner. Tu soulignes le nom de Mitt Romney, qui était le rival ou qui était en concurrence avec Barack Obama déjà à l'époque, en 2012. Je me souviens qu'il y avait une telle vague aux États-Unis à l'époque. On sent, est-ce que Donald Trump, déjà qui est arrivé contre la volonté de certains républicains qui ne l'ont jamais vraiment porté dans leur cœur, qui ne le voyaient pas porter et représenter les républicains dans ses principes, dans son attitude, est-ce que non seulement que les démocrates aujourd'hui se soient précipités vers les urnes, Teddy, est-ce que, n'est-ce pas là également un aveu d'abandon des républicains? Est-ce que on n'a pas senti les républicains pousser, du moins les grandes têtes, on les a pas sentis pousser Donald Trump? Bon, il y a un constat que j'ai fait. Hein. À mon avis, ça c'était une vote punition. On a voté pour chasser Trump à la Maison-Blanche, mais quand tu vas par exemple à la Chambre des représentants, au Sénat, on a un grand nombre de républicains qui se sont fait voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les républicains n'ont pas perdu. C'est cette tête qui ne correspondait plus à ce qu'ils attendaient pour ce mandat, pour porter leur flambeau, qui ne correspondait plus. Alors, pourtant, ça devrait... c'est justement ce paradoxe que les gens observent. Déjà, on a des élections au niveau de la House, de la Chambre des représentants. On a des élections au Sénat, déjà, où c'est très serré. Et on saura déjà la suite au mois de janvier, comment est-ce que les choses vont se décider
pour faciliter ou rendre la vie difficile à Joe Biden. On sait l'importance que porte le Sénat pour permettre au président des États-Unis de pouvoir progresser. Même, rappelez-vous, quelques semaines avant, lors de la nomination des juges à vie, le collège des juges, les 7 contre 4, c'est les républicains qui sont majoritaires. Ouais. Donc tu comprends que les républicains, ils ont tous les pions pour faire marcher la machine. Malheureusement, à la présidence, ils avaient choisi un mauvais candidat et il fallait le faire partir. Justement, parlant du candidat malheureux, c'est Donald Trump. On va suivre un peu. C'est tout de suite, et même avant l'annonce, déjà avec la tombée des résultats dans certains États clés comme la Floride, en Géorgie, dans le Wisconsin, en Pennsylvanie, notamment à Philadelphie, on a senti un Donald Trump qui était déjà contre et qui dénonçait des fraudes. Un discours plutôt pas très ordinaire au pays de l'oncle Sam. On va suivre Donald Trump et sa réaction contre l'élection de son rival Joe Biden. Stopper le vol. Les partisans de Donald Trump y croient. Ils relaient depuis le jour de l'élection les accusations sans preuve du président américain, selon lesquelles les démocrates auraient fraudé pour remporter le scrutin. Dans un tweet ce vendredi, Donald Trump écrit « Joe Biden ne devrait pas se déclarer vainqueur de façon illégitime. Les procédures judiciaires ne font que commencer. » This is a fraud on the American public. Donald Trump martèle ce message depuis des semaines. Pour lui, les bulletins pris en compte après le jour du vote seraient illégaux. Sa stratégie, paralyser Joe Biden avec des dizaines de recours en justice et ainsi se maintenir en poste. Irréaliste, selon certains juristes. But the lawsuits have no merit in the slightest, and that's why the Trump campaign has lost every single one of them so far. If Donald Trump refuses to exit the White House, then he'll have to be escorted out by law enforcement and face the consequences. Pourtant, Donald Trump compte toujours sur la Cour suprême pour donner du poids à sa stratégie, en particulier depuis la nomination d'Amy Coney Barrett, qui a définitivement fait basculer la plus haute cour du pays dans le camp conservateur. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. Mais avant que la Cour suprême ne soit éventuellement saisie, les contentieux électoraux sont d'abord traités par les tribunaux locaux et fédéraux. Damien, c'est invraisemblable quand on suit les propos de Donald Trump. C'est presque les propos qu'on entend, je m'excuse de le dire, sur le continent africain, mais on l'entend souvent chez les opposants lorsqu'ils perdent les élections. Mais là, c'est le président en exercice aux États-Unis qui est candidat malheureux, qui dénonce tout un système dont lui-même est responsable, parce que quand on a géré le pays, on est censé également organiser toutes ces institutions et veiller à ce que corruption, fraude et autres ne soient pas liées à la gestion d'un État. Donald Trump quand même nous a montré tellement de choses, mais à ça on ne s'attendait pas. Je crois d'abord que le public du monde entier risque de manquer Donald Trump, parce que c'est comme quelqu'un... Vous savez, c'est un acteur de Hollywood, de ce standard, et puis, vous savez, un enfant qui grandit, qui regarde les films et qui voit les réactions de Trump, et ce n'était pas par hasard que ce scandale ait pu se passer et qu'il ait pu être président, parce que personne ne s'y attendait. Et même pour sa première élection, rappelez-vous qu'il y avait eu des accusations que même des étrangers, les Russes ont influencé l'élection, Facebook a influencé et tout. Pourtant, on a entendu tout. Hillary Clinton ne s'est pas pris au coup et tout. Et maintenant, il n'y a même pas de preuves. Et que lui se dit, je ne quitte pas la Maison Blanche, vous savez, ça c'est du fraude, c'est du mascarade. C'est des expressions qui sont proches à des opposants et parfois
malheureux qui sont juste, qui veulent juste se prononcer pour se prononcer. Et on a vécu ça. Moi, je pense que aujourd'hui, il remet en cause une institution que les États-Unis ont mis en place et qui est respectée de par le monde. Parce que vous savez, l'une des forces des États-Unis, c'est ces institutions fortes. Et vous avez vu quand le président Obama est élu et sa première descente en Afrique, au Ghana, et il disait que l'Afrique n'a pas besoin, en nous donnant des exemples, il disait que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, que l'Afrique avait besoin des institutions fortes. Et ça, c'est à l'avantage et à l'acquis des États-Unis, parce que quoi qu'on peut critiquer sur le système américain, au moins les institutions sont des soubassements, des fondations qui aujourd'hui, même comparées à l'Europe, c'est même pas comparable. Donc je pense que sur ce plan, c'est un peu osé, bon, et ça se comprend aussi parce qu'il a une base qui est comme, vous savez, quand quelqu'un croit en Dieu, it's a worshiping base that he has. Donc c'est comme des gens qui sont là pour vénérer leur Dieu, et donc ils ont besoin de ce message pour dire notre candidat n'a pas perdu, il est toujours notre héros, et ça va lui permettre, même si jamais il devait quitter la Maison Blanche, ce que je crois que va se passer compte tenu des institutions assez fortes, même s'il nomme les juges, il en a 6 aujourd'hui sur 9, mais ça ne lui garantit pas, comme il le dit, parce qu'il faut des preuves pour qu'il puisse agir. Donc je ne pense même pas que les choses vont même pouvoir atteindre la Cour suprême sur laquelle ils comptent, parce que ça doit passer déjà par les États. Et vous savez, ces États ont leurs règles, ils ont leur mode de fonctionnement, leurs lois, qui ne sont pas les mêmes. Donc, il faut que la chose arrive à l'État fédéral ou à la Cour suprême fédérale pour que ça ait de effet. Mais je ne pense même pas que cela en arriverait là. Surtout que les médias en ont joué leur part de conscientisation et qu'ils ont déjà joué la carte. Je crois que, bon, les miracles peuvent se passer, mais pour le moment, je pense que ce n'est pas évident. Mais il a besoin de ces messages pour pouvoir rester sur l'arène politique américaine, parce que ses fans ont besoin de ce genre de message radical pour dire on n'a pas perdu et se contenter de ça pour pouvoir continuer la vie, quoi. Teddy, est-ce que le caractère et la nature des propos de Donald Trump remettant en cause les institutions mises en place pendant longtemps, on parle même donc de nier même la démocratie américaine, de la mettre à l'épreuve. Est-ce que c'est souvent, aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis d'Amérique, c'était plus regardé dans l'autre sens quand on parlait de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui on s'est dit, finalement, on est tous les mêmes? Moi, plutôt, je dirais l'inverse. C'est la démocratie, les principes démocratiques qui se confirment. Malgré qu'il peut y avoir un candidat qui a un caractère extraordinaire, un caractère imprévisible, un caractère unique, les principes de base de la démocratie restent respectés, sans tenir compte de ce candidat. Que tu sois président ou tu sois à l'opposition, les principes restent les mêmes. Donc, on a vu les États qui ont fait ils ont fait le processus électoral sans tenir compte des propos du président. On dirait que la démocratie serait douteuse si, par exemple, il y aurait un État qui répondrait à ces tweets du président, qui serait influencé d'une façon négative. Mais tout de même, on a senti, on a entendu des discours, des propos de certains gouverneurs dans certains États qui n'ont pas hésité à faire taire du président en lui disant de mind your business, de faire... C'est cette confirmation de la démocratie, parce que lui, il fait son travail comme il devrait le faire, sans être influencé par le président. Donc, je pense que la leçon que l'Afrique devrait tirer dans ce processus, c'est de dire, écoutez, on a besoin de faire des institutions fortes qui représentent le peuple. Parce que quand tu fais une analyse institutionnelle, est-ce que si c'était un pays qui n'a pas d'institutions fortes,
quelle serait la situation des États-Unis aujourd'hui? Si la Chambre des représentants, les juges, le Sénat ne faisaient pas leur travail, chaque État ne faisait pas son travail en fonction de ses lois, quelle serait la situation aujourd'hui? On aurait vu le chaos arriver, mais les choses sont au calme. Chacun fait son travail sans tenir compte des propos du président. Et chacun sait ce qu'il doit faire à chaque étape du processus. Parce que ce qui est important, c'est que, par exemple, pour qu'ils disent qu'il y a eu de fraude, il doit amener... Les preuves, il doit apporter les preuves de ces accusations ou de ces allégations. Aux tribunaux des États. Et les États vont examiner s'ils acceptent ou ils peuvent rejeter. Hein. Il y a eu des États qui ont rejeté. Déjà. Imagine-toi, désolé de le dire, mais imagine-toi un État africain qui peut rejeter l'accusation d'un chef d'État. Je ne le vois pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher de midi à 14 heures. On sait comment les institutions sont encore gérées par soit les partis au pouvoir, soit les présidents en exercice. Mais comme les institutions américaines sont très fortes, chacun joue son rôle à sa place. Les candidats présidents, il est citoyen. Mais lorsqu'on entend l'analyste, il y a une dame, une analyste de la politique des États-Unis, qui dit que si Donald Trump, il s'agit de Caroline, merci à la technique pour ça, qui dit que si monsieur refuse de quitter la Maison-Blanche, eh bien, il sera forcé, amené à quitter par force et il va faire face à toutes ces conséquences. Est-ce que vraiment, Damien... Pas le même scénario qui était en Côte d'Ivoire il y a quelques années? Damien, entre nous, on peut envisager une telle situation? Donald Trump qui refuse catégoriquement de quitter la Maison-Blanche. Est-ce que cette scène-là, est-ce qu'on peut l'imaginer? Vous savez, je ne sais pas, parce que mon frère Kabelouka venait de parler de la Côte d'Ivoire, parce que dans le cas récent de la Côte d'Ivoire où le président Laurent Gbagbo avait été délogé, il avait fallu l'intervention de la France. Donc cette fois-ci, je crois que le président Macron a déjà tweeté qu'il est supporter de Joe, donc peut-être que les pays voisins, la Russie et tout le monde va s'impliquer. On ne sait pas quel scénario. Mais je crois qu'il y a un élément fondamental à considérer. Et quels qu'en soient les contextes, le président Trump ne va pas vouloir partir, le connaissant de sa nature, il va vouloir créer un truc pour rentrer dans l'histoire. Et je le vois dans cette posture, c'est pourquoi celle-ci anticipait déjà en disant s'il refuse de quitter les lieux, c'est pas chez lui. Et il a été, on l'a recruté pour nous servir pendant 4 ans. Maintenant, on a dit au revoir, il faut qu'il quitte. Et donc, ce serait peut-être, je crois, comme une lettre à la poste pour le cas des États-Unis, comme disait mon frère. Et donc, le contexte est carrément différent. Et je crois que les États-Unis ont quand même, il faut le leur admettre, au-delà de tout, cette avancée démocratique assez enracinée aujourd'hui que je pense, si cela devait servir de leçon à certains de nos pays, c'est beaucoup plus que même si quelqu'un devait durer au pouvoir, il faut que les institutions soient mises sur pied de telle façon que ça ne soit pas une question de... Parce que le problème qui se pose, c'est quand des hommes forts arrivent à manipuler les institutions d'État ou des groupes forts, soi-disant, c'est des clans, des ethnies en Afrique ou dans d'autres parts du monde, mais cette fois-ci aux États-Unis, c'est une question de classe sociale. C'est une question des gens qui pensent qu'on est des indigènes, des autochtones. Et c'est des choses que nous pensons division l'Afrique parce que nous, on a été balkanisés. Mais au moins pour les États-Unis, ils n'ont pas été balkanisés. C'est les États-Unis d'Amérique. Ils sont tous presque des immigrants d'origine. Donc je pense que si eux, ils reviennent si bas aujourd'hui parce qu'il y a un acteur en scène qui devait jouer le Hollywood et qui doit faire un film en jeu, après ça, je crois qu'on en a encore à voir, hein, parce que ce n'est pas fini. Il en a encore jusqu'au mois de janvier pour quitter la Maison-Blanche. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Mais ce serait intéressant parce qu'au moins ça laisserait des spectacles au monde, comme aujourd'hui tout le monde parle des élections aux États-Unis. Parce qu'au fait, même des pays qui n'en auraient rien à foutre, aujourd'hui ils sont concernés. Nous en faisons émission et partout ça passe dans le monde parce que
ça devient une scène et tout le monde doit en parler. Je crois qu'il va vouloir marquer son temps et espérons que ça soit dans le sens positif, que le pire n'arrive pas pour les États-Unis. Justement, vous parlez de Donald Trump, souvent les nouveaux patrons, les nouveaux locataires de la Maison-Blanche, je veux dire le nouveau président, on attend toujours, les Africains, non seulement la classe politique, mais également les Africains d'une manière globale, attendent voir son approche par rapport aux relations qui vont caractériser son administration avec les pays africains ou certains pays africains ou le continent d'une manière globale. On va faire un petit récapitulatif sur ce qu'a été les relations de l'administration Donald Trump avec le continent africain et puis on va revenir. C'est peu dire que l'intérêt de Donald Trump pour l'Afrique est faible. En 4 ans, il n'y est pas allé une seule fois. Au début de son mandat, il refuse d'accorder des visas à plusieurs pays à majorité musulmane, dont certains se trouvent en Afrique. En janvier 2018, des sénateurs affirment que devant eux, Donald Trump a qualifié plusieurs nations africaines de pays de merde. Mais le président dément. No, I'm not a racist. I am the least racist person you have ever interviewed. That I can tell you. Ces diplomates ont essayé de promouvoir la démocratie dans certains pays. En RDC, ils ont poussé pour le départ de Joseph Kabila, au pouvoir depuis 18 ans. Au Cameroun, ils ont soutenu des initiatives de paix dans les régions anglophones. Concernant le Soudan, Donald Trump affirme qu'il sera retiré de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme si Khartoum paye plus de 300 millions de dollars. L'argent irait compenser des victimes américaines d'attaques terroristes. Il met aussi la pression sur Khartoum pour que le gouvernement se rapproche d'Israël. Trump essaye aussi de contraindre le dirigeant éthiopien Abiy Ahmed d'accepter un accord avec l'Égypte au sujet de leur contentieux sur le méga-barrage hydroélectrique sur le Nil. Si le président ne s'est pas rendu en Afrique, sa femme Melania, elle, a fait le voyage. Mais elle est critiquée pour avoir mis un chapeau qui rappelle beaucoup celui porté par les colonisateurs en Afrique. De nombreuses entreprises américaines ont regretté l'indifférence de Trump pour l'Afrique, car elles perdent des parts de marché face à des concurrents comme la Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie. Il faut noter que tous les Africains ne sont pas contre Donald Trump. Ainsi, beaucoup d'églises évangéliques qui s'opposent à l'avortement et au mariage homosexuel soutiennent le républicain. Là, c'est une Afrique, qui souffle le chaud et le froid sur Donald Trump. Mais il faut dire que Donald Trump, il faut dire les choses clairement, l'Afrique, c'était pas, même pas au menu, c'était le cadet de ses soucis, s'il faut dire les choses ainsi. Oui. Ça se comprend qu'il puisse passer 4 ans sans passer par le continent africain en connaissant une relation ou des relations fortes avec du moins certains États africains qui soutiennent la politique internationale des Américains. Bon, il faut accepter que le président Trump n'était pas politicien en fait. Il ne raisonnait pas en politicien, il ne raisonnait pas en stratège, parce que tous les présidents américains qui s'intéressaient à l'Afrique, il y avait des intérêts plutôt politiques et stratégiques dans la sphère internationale, dans l'expansion des marchés des États-Unis, dans la logique de faire la concurrence à la Chine. Lui, il n'était pas dans cette logique. Il était plutôt dans une logique de nationaliste. Renforcer les États-Unis aux États-Unis. On a vu par exemple... le Make America Great Again, comme il a toujours dit. Voilà. Mais sans tenir compte des enjeux géopolitiques des États-Unis en dehors des États-Unis. Et c'était une erreur de sa part. Parce que, en fait, s'il y a un aspect où le président des États-Unis a tout le pouvoir, c'est la politique international des États-Unis. C'est là où il n'a pas besoin, par exemple, de l'accord du Sénat pour faire un accord ou ne pas faire. C'est là où il a la manœuvre de flexibilité de décision sans avoir recours à la justice. Et c'est là où il a échoué. Parce qu'il aurait dû, bon, c'est dommage qu'il ne l'a pas fait, mais il aurait dû avoir un rapprochement avec l'Afrique. Parce que le rapprochement avec l'Afrique ouvrirait des opportunités en affaires avec lui. Il serait, je dirais, dans cette logique de renforcer les relations avec l'Afrique
pour contrarier l'expansion du pouvoir chinois, parce qu'il a toujours dit la Chine, la Chine, la Chine. Mais sur le front économique, sur le front géopolitique, il n'a pas fait un grand progrès. Est-ce que qu'est-ce que l'Afrique a perdu pendant les 4 années de l'administration Donald Trump? Damien? Moi, je dirais peut-être l'ingérence, parce que, vous savez, les États-Unis étaient à l'avant-garde comme déjà un pays qui est le gardien du monde, et ça, c'est un poste qu'ils ont pu gérer pendant longtemps sur leur influence déjà aux Nations Unies et aussi dans leur comportement, dans leur rapport. Normalement, s'il y a des problèmes dans un pays africain, le président des États-Unis pouvait faire des tweets comme il fait les tweets tout le temps ou communiquer quelque chose par rapport à des situations, mais il n'a jamais tweeté quelque chose par rapport à une situation se passant en Afrique. Et je pense qu'en termes de paix, vous savez, les républicains, quoi qu'on dise, ils ont quand même pu financer des trucs en Afrique. Ils n'ont pas pu couper les aides qui devaient venir des États-Unis pour les pays et autres, mais surtout que je crois qu'ils ne voulaient pas jouer le jeu aussi quelque part parce qu'il a une base qui voit l'Afrique quelque part comme le lieu de ces gens-là qui sont dans la forêt et tout. Donc, pour jouer ça, et comme c'est ce qui est dans l'image des gens, il dit, mais même quand il dit shit hole country et tous ces trucs, c'est parce que ça répond à une narrative. Et vous voyez, pendant toute sa campagne, lui ne parlait qu'à sa base. Il ne parle pas aux Américains. Mais Joe Biden, qui l'a battu cette fois-ci, c'est parce que lui prenait la peine de parler aux Américains et de parler du monde, parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde interdépendant. Et donc, vous ne pouvez pas rester dans votre monde, même si l'autre est faible que vous l'avez d'une manière ou d'une autre besoin de lui. Donc, pour ce qui concerne l'Afrique, je pense que quelque part, au lieu que l'Amérique soit celui que certains pays craignent, par exemple, si l'Amérique intervenait directement pour la situation actuellement en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Nigeria, ça aurait pu peut-être avoir des faits parce que, vous savez, les hommes, nous sommes les seules créatures mammifères que Dieu a créées et qui arrivons à croire à des utopies comme la monnaie, à des utopies comme des questions de divinité et d'autres choses. Donc, ça, cette carte qui fait aussi, qui rentre aussi dans la scène d'influence du monde qu'ils ont pu exercer, qu'ils aient ce pouvoir effectivement ou pas, mais qu'ils ont pu exercer jusque-là. Vous avez vu même que pendant les récentes crises en Afrique, au Nigeria, l'actuel président élu, qui pendant même qu'il faisait ses campagnes, il a appelé Buhari. Alors, s'il devient président, c'est ce genre de comportement que vous allez avoir. Il va appeler le président pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand un président des États-Unis t'appelle, au moins tu veux risquer avec tout le monde, mais tu ne veux pas prendre le risque avec ces gens qui, à un coup de poing, ils peuvent te bombarder. Donc, je crois qu'il y avait cette influence de, il faut avoir peur parce que le boss peut te faire du mal, parce qu'il t'a mis en garde, et il n'y avait pas ça. Il s'en foutait de ce qui se passait en Afrique, donc tout ce qui peut se passer, peut se passer. Je crois qu'en cela, je crois que de façon politique ou stratégique, comme mon frère Teddy le disait, on a peut-être perdu en cela. Un gardien qui, même si forcément il ne peut pas faire grand-chose, mais le fait qu'il parle, on le craigne, on se dit il est dangereux, il peut me faire du mal, donc je préfère me plier. Et ça, c'était une illusion de pouvoir d'influence, de trafic d'influence qu'ils avaient exercé et qui, quand même, parfois joue des rôles à régler des problèmes dans le continent, par exemple. Je parlais de ce que l'Afrique a perdu pendant les 4 années. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que l'Afrique a gagné? Bon, permettez-moi de dire ce que l'Afrique a perdu d'abord économiquement, parce que là, c'est une triangulation. Donc, le fait de rompre les accords avec la Chine, les États-Unis avec la Chine, cela a eu un impact sur les exportations de la Chine vers les États-Unis. Et quand il y a une diminution de la production au niveau de l'industriel qui est le chinois, on sait tous que la Chine s'approvisionne en Afrique. Donc, il y a cette chaîne de s'approvisionne, vous parlez de la matière première. La matière première, surtout des minéraux, surtout tout ce qui est produit agricole et autres. Donc, avoir perdu le marché américain, ça a eu des répercussions sur les exportations en Afrique. Voilà, ça c'est un élément très capital qui a affecté les économies africaines. Deuxièmement, on a vu comment le cours du pétrole a chuté énormément. C'est pendant l'administration Trump que le cours du pétrole a chuté plus de 70%.
par rapport aux années précédentes, les 50 dernières années. Pourquoi? Parce que, premièrement, les États-Unis a redéfini sa politique d'achat du pétrole au marché mondial. Il a exploité son pétrole propre. Et puis, deuxièmement, la Chine qui a diminué son niveau de production parce que les exportations vers les États-Unis avaient diminué et la demande du pétrole de la Chine a diminué. Tout ça a eu un impact sur le prix du pétrole sur le marché mondial et nous savons combien les pays africains extraient le pétrole et cela a eu des répercussions énormes sur les économies africaines. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que l'Afrique a gagné? Je ne vois rien que l'Afrique a gagné pendant l'administration Trump. Même le peu que l'Afrique avait gagné précédemment avant Trump, notamment par exemple le programme de formation YALI qui se faisait pour les jeunes leaders africains, qui a été initié par Barack Obama. Le gars, arrivé à la Maison-Blanche, il a arrêté pratiquement. Hein. Peut-être qu'il avait un autre programme. Il n'a pas eu la chance d'avoir un autre mandat, mais l'Afrique n'a pas eu la chance de continuer avec ça. Peut-être un élément qui a échappé à sa gouvernance, c'est plutôt l'aide au développement. Il n'a pas énormément touché. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ce n'était pas... Les nationalistes. Bon, rappelez-vous. Mais rappelez-vous qu'aussi que son background, il est commerçant. C'est un homme d'affaires. Il est homme d'affaires. Tout ce qui est business vient au premier plan. Sur le plan de développement, il n'avait pas assez d'outils pour faire changer les choses. D'accord. Là, on parle avec vos studios, mais il y a également ce que les Africains... les Africains lambda pensent des pays, que ce soit de Donald Trump dont on parle ici, mais également du nouveau président Joe Biden. Il y a les attentes des Africains ordinaires, mais surtout de ce qu'ils pensent du nouveau président américain. Qu'il y ait plus peut-être d'accords commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Rien ne va changer. C'est juste une question de domination d'une superpuissance face à un pays du tiers-monde. Rien ne changera. Ça ne va rien changer toujours. Et en fait, c'est plutôt nous-mêmes, les Africains, nous devons nous réveiller. Et nous devons essayer de travailler pour essayer de changer l'Afrique. Ne pensons pas que ce sont les Européens, les Occidentaux qui vont venir changer. J'espère qu'avec un nouveau président, on nous livrera enfin les armes américaines qu'on attend pour lutter contre Boko Haram. J'attends une meilleure politique africaine, surtout en matière d'immigration. Tout le monde en parle ici. Les Nigérians veulent voyager, s'installer ou même faire du business. Là, ce sont les Africains ordinaires qui parlent. Certains se méfient complètement du nouveau dirigeant ou de celui qui part des États-Unis. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait une sorte d'indifférence chez certains pour l'occupant de la Maison-Blanche? Vous comprenez cette indifférence de ces Africains? Il y a notamment les Sénégalais et les Nigérians. Certains attendent plus et d'autres se méfient complètement. Je crois qu'il faut voir la question de façon beaucoup plus objective que subjective. Et sur ce plan, je pense déjà que j'accorde avec ceux qui parlent, il faut passer de l'indépendance à l'interdépendance. On ne peut pas être dans la dépendance et parler d'interdépendance. Donc c'est ça le manque à gagner. Et ceux qui l'ont dit, je leur tire chapeau pour ça, parce que le problème souvent de l'Afrique, c'est que, et des hommes généralement, c'est qu'ils l'anglais dit disempower themselves. Ils s'enlèvent leur pouvoir et ils portent ça sur quelqu'un plus haut qu'eux au lieu de prendre leurs responsabilités. Et sur ce plan, je crois que ceux qui ont parlé, qui sont intervenus, qui disent le problème de l'Afrique, c'est d'abord les Africains. C'est le même discours que le président Obama a tenu au Ghana quand il était venu en 2009, qu'il n'est pas le président de l'Afrique et que le problème de l'Afrique ne peut qu'être réglé par les Africains. Mais vu au-delà, quand il y a des crises comme ce que nous avons connu en Afrique du Sud, par exemple, l'apartheid,
le président Joe Biden, en ce temps, il était juste sénateur, mais il y a des vidéos que vous allez voir en ligne en 89, déjà, il a pris une position. Et il en parlait. Et déjà, tout ça a contribué pour faire tomber le régime apartheid. Parce que quand vous vous trouvez dans un milieu isolé et que les superpuissances parlent déjà de vous et qu'ils s'interviennent, vous avez vu l'intervention de la France en Côte d'Ivoire pour faire tomber le président Gbagbo, pour amener Alassane Ouattara. Et donc, il y a des points où, parfois, même si on pense que ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire, que c'est le fait qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas l'autre qui ne va rien changer, ça a toujours un effet selon la circonstance dans laquelle on se trouve. Aujourd'hui, ce qui se passe dans un pays comme l'Éthiopie, que Dieu nous garde, que ça n'aille pas loin, mais si cette situation s'amplifiait, l'Éthiopie seulement ne peut pas régler, et l'Union africaine n'est pas d'un pouvoir ou d'une armée pour pouvoir intervenir. Et donc, l'intervention des États-Unis, d'avoir un président comme Joe Biden qui va dire « mais arrêtez-moi ça », peut faire peur à quelqu'un qui a le pouvoir et qui pouvait écraser des vies innocentes. Donc pour moi, on ne peut pas voir la chose de façon seulement subjective, il faut la voir aussi de façon objective et essayer de faire l'équilibre des choses. Il y a des circonstances dans lesquelles où l'influence de ces superpuissances n'est pas du tout négligeable, surtout quand vous faites face à des crises comme le génocide, des problèmes. Et aujourd'hui, vous savez, dans l'histoire, c'est connu que ces grandes puissances auraient pu mieux faire pour arrêter le massacre ici en 94. Et donc, dire que ça n'a pas d'effet du tout, s'ils intervenaient, les Tony Blair, toutes ces grandes puissances, on avait entendu même dans les récoltes le président Bill Clinton qui disait on avait quel intérêt dans un pays comme le Rwanda, pourquoi on a quoi à tirer là-bas. Là c'est son discours qu'est-ce qu'on en a à foutre à l'époque. Et donc des discours comme ça renforcent celui qui est en position d'écraser celui qui est faible, et je pense que s'il aurait pu faire les discours inverses en intervenant, cela aurait pu faire des faits. Donc on ne peut pas, dans un pays comme le nôtre ou dans des réalités comme les nôtres où la situation est fragile, il peut y avoir des situations compliquées et urgentes, on ne peut pas dire que l'intervention des États-Unis est nulle. Quand la crise a éclaté, ils se retirent alors que la solidarité internationale était très important à cette époque-là. Donc c'était vraiment un échec, à mon avis, que personne ne pouvait le pardonner parce que c'est question de vie ou de mort. On a vu, c'est pas normal que dans une période de moins de 10 mois, il y a plus de 250 000 personnes qui ont perdu leur vie à cause d'une décision politique. À part ça, il faut dire que les États-Unis aussi, vu le chiffre, on a affaire aux États-Unis qui a un taux de croissance de moins 2,3%. On a une croissance de la pauvreté, il y a plus de 6,7% de chômeurs, donc tu comprends qu'il a un chantier très très difficile à gérer, mais avec son plan de redressement de l'économie, j'ai l'espoir qu'il va s'en tirer. Damien, il y a quelque chose de très important parce qu'il y a élection du président, mais également élection de sa colistière qui est désormais la vice-présidente élue. Kamala Harris, c'est afro-indienne, c'est un mélange, c'est typiquement américain. Est-ce que le fait d'avoir Kamala Harris à ses côtés, qui était au début sa rivale parce qu'elle voulait également être présidente, elle voulait de ce poste, est-ce que avoir Kamala, ça a été un point de plus sur disons, c'était une balle de plus dans l'arme de Joe Biden? Justement, je crois que d'abord, vous voyez, cette dame, elle s'est battue toute sa carrière. Ce n'est pas juste parce qu'elle est femme aujourd'hui. Et c'est ça, moi, je dis, il faut mériter ce que vous êtes au-delà de vos appartenances. Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va apporter à Joe Biden dans son administration? Vous avez vu même les débats. Et c'est une dame assez tempérée aussi et qui a sa tête sur les épaules. Quand elle faisait la discussion avec le vice-président actuel de Mike Pence, et qu'il voulait prendre la parole sans qu'on ne lui donne, vous avez vu comment elle s'est imposée. Vous sentez que c'est une personne très responsable. C'est une femme forte, respectable, et qui exige de se faire respecter et qui la mérite. Vous voyez, donc du coup, cette combinaison pourrait faire effet, surtout pour des questions d'âge et de diversité, parce que vous voyez le fait qu'il a choisi une femme et que les femmes sont majoritaires dans le vote et tout ça compte, et je crois que ça a joué son poids et on ne peut pas les négliger dans le choix. Et
à ce stade. Je pense qu'on va revenir sur les États-Unis d'Amérique et surtout de leur approche par rapport à la politique internationale et ce que sera ses relations avec le continent africain. Permettez-moi de remercier mes panélistes de la soirée, Teddy Kaberuka qui est spécialiste en économie, et également avec nous était Damien Mouzoun qui est promoteur de Aina Think Tank, mais également un grand merci à toute l'équipe qui m'a réalisé, conduite par Shema Blaise, et à vous tous qui nous avez suivis. L'émission C'est Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.